Yorana est très heureuse de vous retrouver pour ce début de semaine. Voici les titres. Tension sur le budget des salaires des catégories D. La FRAPP conteste le vote du Conseil supérieur de la fonction publique. L'enveloppe ne suffit pas pour la FRAPP qui dénonce également la procédure et menace d'une grève. La mission d'information parlementaire sur le statut de la Polynésie a présenté ses conclusions, mettant en lumière des propositions majeures, notamment pour les marquises. Une révision profonde du modèle de développement est envisagée. Focus ensuite sur l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. L'impact de son arrivée au pouvoir sur l'économie des territoires insulaires et sur la Polynésie. On en parle avec l'économiste Florent Vénère. Nous ferons également un décryptage des enjeux avec notre journaliste Nicolas Pérez. C'était un rendez-vous attendu par la FRAPP. Le Conseil supérieur de la fonction publique a rendu son avis aujourd'hui sur la hausse des salaires des catégories D et le vote pour une enveloppe de 252 millions n'a pas satisfait la FRAPP qui demande au pays de ne pas en tenir compte au risque à nouveau de partir en grève. Meriteato Naya Bennett. 2 heures de discussion qui ont abouti à un vote, soit 12 points de plus pour les plus bas salaires et jusqu'à 5 points d'indice pour les salaires les plus hauts, avec un budget prévisionnel de 252 millions de francs. Un budget revu à la hausse de 2 millions, mais bien loin de suffire pour la FRAPP. La FRAPP, effectivement, est restée sur sa proposition à 524 millions. La FRAPP, la FISAP et le SFP, comme lors du vote du 23 décembre. Au-delà de l'enveloppe, c'est la méthode et le cadre des discussions qui dérangent la FRAPP. On attend qu'on soit saisi dans le cadre de négociations, pas dans le cadre d'une réunion du Conseil supérieur. C'était inconcevable que nous, on puisse venir discuter de nos négociations devant des personnels de l'administration et d'autres syndicats. On a rappelé à Madame la ministre que c'est la première fois qu'on voit ça. Il n'y a jamais eu de rencontre de ce genre-là. La FRAPP soupçonne également un traitement de faveur pour les autres syndicats, en particulier la CSTPFO et ATA, et moins. Pour l'administration ou pour le gouvernement, la FRAPP n'est toujours pas représentative à leurs yeux. Nous avons demandé à invalider ce qui a été décidé du fait que la procédure n'a pas été respectée. Là-dessus, elle a pris acte, elle prendra des décisions, elle verra avec le gouvernement, avec Moïtei, le président, à son retour. Et nous lui avons rappelé que la grève peut toujours tomber du jour au lendemain. Mais pour la ministre, le vote est bien valide, puisque tous les membres du Conseil étaient présents et qu'ils ont bien tous voté. La FRAPP conteste effectivement le vote qui a été réalisé aujourd'hui, parce qu'ils estiment que ce point faisant partie des négociations avec la FRAPP ne devait pas passer en Conseil supérieur de la fonction publique, parce que ça concerne uniquement la FRAPP et pas les autres syndicats. Sauf que tout projet de texte, ça c'est la règle, qui vient modifier par délibération des dispositions du statut de la fonction publique, doit obligatoirement passer par le CSFP. Reste à savoir si le Conseil des ministres suivra l'avis du Conseil. Un conseil qui se tiendra à Nukuhiva mercredi 29 janvier. D'ici là, la FRAPP n'écarte pas d'activer le mouvement de grève. Le statut de la Polynésie doit-il être révisé? Et si oui, comment? La mission d'information parlementaire sur l'évolution statutaire en visite au Fénois il y a un peu moins d'un an a rendu ses conclusions. Un rapport de 370 pages. Si les 4 députés qui l'a composé ont fait le tour des territoires ultramarins, plusieurs préconisations concernent directement la Polynésie et notamment les marquises. Le point avec Laure Philibert, Matai Horei. Il a été présenté mercredi dernier en commission devant la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale. Le rapport de la mission d'information parlementaire sur l'évolution du statut est terminé. Initialement porté par 4 députés, parmi lesquels un Polynésien, Temat Eilegaïk, il a été finalisé par les 2 rapporteurs qui siègent encore au Palais Bourbon. Nous, notre objectif, c'est qu'ils servent à la fois d'abord aux parlementaires français, que ce soit du Sénat comme de l'Assemblée nationale, et au gouvernement français. Et ensuite, l'objectif, c'est qu'ils servent également aux responsables politiques des Outre-mer pour les soutenir dans leur choix politique
ou pour venir apporter de la contradiction à certaines décisions que prendraient certains territoires. Sur la Polynésie, je pense que l'idéologie a un peu pris le pas sur le reste et les consultations que l'on peut mener en direct avec nos partis politiques locaux, avec nos élus, vont, je pense, mieux nous servir de boussole dans le cadre de nos échanges parlementaires à venir. L'évolution statutaire s'envisage à l'échelle de la collectivité, mais pas seulement. Sur les 40 pages consacrées à la Polynésie, près de la moitié s'intéresse au cas des Marquises et à sa demande de communauté d'archipel, une entité à mi-chemin entre le pays et les communes, un peu à l'image des provinces de Nouvelle-Calédonie. C'est à nous, avec le pays, le gouvernement actuel, de travailler en bonne intelligence et de faire valoir nos requêtes, notamment pour le transfert des compétences en matière de développement économique et le transfert des biens fonciers. Tout simplement, nous ne sommes pas gourmands, nous ne voulons pas la totalité des compétences, bien évidemment les compétences inhérentes au développement économique de notre archipel. Maintenant, quelle forme doit prendre cette révolution ? Il faudra vraiment que l'on puisse évoluer en même temps et qu'aucun archipel ou aucune île, aucune commune ne puisse se sentir lésé, avec bien sûr toujours comme objectif une approche extrêmement pragmatique qui est celle d'améliorer la situation des administrés au quotidien et pas du tout l'aspect idéologique des choses. La question de la communauté d'archipel sera sans doute abordée lors du Conseil des ministres délocalisés à Nukuhiva à la fin du mois. Le second rapport sur l'évolution institutionnelle des territoires ultramarins, mandaté cette fois par le chef de l'État, est également achevé. Il conclut à l'urgence d'un changement radical de modèle de développement. 76 jours après son élection, le 47e président des États-Unis, Donald Trump, a été officiellement investi aujourd'hui pour faire le point sur son retour historique à la Maison-Blanche et sur l'impact de sa politique dans le Pacifique. Nous recevons sur notre plateau Nicolas Pérez et Florent Vénère, économistes, pour un éclairage. Bonsoir Nicolas, peut-on déjà parler d'un effet Trump ? Bonsoir Raoult, bonsoir Florent. Alors, on peut parler effectivement d'un effet Trump, on ne peut pas parler forcément d'une action politique, on est plutôt, comme souvent dans ces moments-là, sur une mise en scène. Et il suffit de regarder les images qui vont passer à l'instant sur l'investiture, une investiture qui s'est donc passée ce matin à Washington, dans un cas un peu exceptionnel, vu que ça s'est passé en intérieur, vu que Washington est actuellement frappé par une vague de froid, de grand froid, vu qu'il faisait jusqu'à -10. Mais au-delà du côté institutionnel, Donald Trump est avant tout un ovni en termes de marketing. Et il suffisait en fait d'aller aujourd'hui sur la page de garde de la Maison-Blanche, du site internet de la Maison-Blanche, pour voir en fait ce visuel assez cinématographique, on pourrait dire. Ce serait limite une affiche de film pour une célèbre plateforme. America is back. America is back, donc ça veut dire l'Amérique est de retour. Et le retour, en fait, c'est pour lui, en fait, Donald Trump, c'est lui qui l'incarne le plus. Et notamment, en fait, sur un film également qui est aujourd'hui toujours en ligne sur les réseaux sociaux de la Maison-Blanche, qui met encore une fois en scène le 47e président des États-Unis, uniquement lui, quasiment. En fait, on ne voit pas de population américaine. Tout est centré sur sa personnalité et uniquement sur sa personnalité. Excusez-moi. Enfin, un autre exemple, c'est sa photo officielle qui a été présentée. Donc, sur votre écran, c'est l'image qui se trouvera sur votre gauche. C'est une image donc qui est similaire à tout plein de vues, sur beaucoup de points de vue, à celle qui avait été réalisée en août 2023, lorsque Donald Trump avait été brièvement inculpé à Atlanta pour apparemment une prise, en tout cas, une mise de déstabilisation, de la présidentielle de 2020. Donc ça, c'est véritablement aujourd'hui cette mise en scène en fait qui est véritablement mise en musique. Donald Trump est aussi connu pour ses annonces fracassantes, notamment en termes de politique étrangère. Quelle sera donc l'influence de l'administration Trump dans le Pacifique ? Alors oui, le président Trump a signé plusieurs décrets, notamment aujourd'hui, et notamment sur la hausse du droit des douanes, en fait, qui pourrait augmenter tout ce qui est produit qui vont vers les États-Unis. Donc pour ce point-là et sur les conséquences qu'il pourrait y avoir dans le Pacifique, nous sommes allés en fait voir Semir El-Aouardi et nous vous proposons de l'écouter. Il semblerait que quand on regarde les discours anti-chinois de Trump pendant sa campagne, il a tout intérêt à maintenir justement cet axe Indo-Pacifique
dans l'esprit justement de Biden, c'est-à-dire dans un esprit plutôt anti-chinois. Ensuite, est-ce qu'il a intérêt par rapport à son électorat à maintenir la politique de Biden ou aller à contresens? On ne peut pas répondre à ça. En tout cas, si on se fie à son premier mandat, il préférait se concentrer sur les États-Unis et dans un rapport de force direct avec la Chine, donc avec un désintérêt certain pour l'Océanie. Alors aura-t-il également un désintérêt sur le changement climatique, des promesses qui avaient été faites notamment durant la mandature Biden et notamment sur le fameux Blue Pacific 2050 qui promettait plus de 2000 milliards de francs pacifiques en fait pour ces pays insulaires afin qu'ils puissent faire leur transition écologique sur leur île. Là encore, c'est Emile Awardi à son avis sur la chose. On peut se poser des questions sur le fait que est-ce que Trump va aller sur ce Pacific Blue, va maintenir les investissements américains. On peut se poser beaucoup de questions. Passons au volet économique avec vous, Florent Vénère. Mais avant, Nicolas, pouvez-vous nous donner quelques chiffres qui témoignent des échanges entre notre Fénois et les États-Unis? Alors voilà, effectivement, Donald Trump a promis dans sa campagne de lever donc du coup ces taxes contre ses adversaires économiques que sont la Chine et l'Europe. Donc ça, c'est surtout, apparemment, d'après ce qu'il dit, pour enrichir ses citoyens. Donc pour voir en fait ce que l'on exporte vers les États-Unis, voilà un petit tableau qui est assez explicite. Les États-Unis représentent notre troisième partenaire économique avec plus de 2 milliards de francs d'exportation vers les États-Unis. Loin derrière, on va dire, quand même, le Japon et Hong Kong également, qui montent à plus de 11 milliards. Sur ce même plan, en fait, nous avons également des chiffres du tourisme. Si on sait en fait que le tourisme américain est celui le plus pourvoyeur de devises sur la Polynésie, avec 121 000 touristes en 2024, là où on pourrait se poser des questions, ce serait sur plutôt les touristes polynésiens qui partiraient vers les États-Unis. Aujourd'hui et en 2024, ils étaient plus de 76 000 à aller. Donc si la Polynésie en fait devait avoir des petits tracas économiques, ce serait à la fois sur ses exportations de produits et plus particulièrement sur des produits du secteur primaire. On parle de poissons, on parle de perles, on parle vraiment de produits de la terre et de la mer, et également sur les touristes si Donald Trump et son administration souhaitaient taxer ces touristes. Donc c'est une question que je propose en fait à Florent Vénère, notre économiste local. Florent, est-ce qu'on doit concrètement en fait craindre quelque chose en fait de ces promesses de campagne de Donald Trump et notamment sur le plan économique? Non, on sera pas, la Polynésie ne sera pas touchée directement, ça ne va pas poser de problème. Vous avez mis en avant des exportations vers les États-Unis qui sont extrêmement faibles. Donc même si on augmentait les droits de douane américains pour toucher les produits polynésiens, ça aurait un impact quasi nul en fait sur l'activité économique polynésienne. Quant aux touristes américains, effectivement c'est notre premier marché touristique en nombre de touristes comme vous l'avez souligné, mais aussi en dépenses parce qu'en fait on avoisine les 100 milliards de dépenses touristiques lors de la dernière enquête des touristes étrangers dans le pays, et il faut bien voir que le deuxième vivier touristique c'est les touristes français, mais il y a un tourisme affinitaire dans le tourisme français, donc ce ne sont pas ceux qui dépensent le plus en Polynésie, ce ne sont pas eux qu'on va retrouver dans les 5 étoiles de Bora Bora. Donc évidemment, ça fait rentrer effectivement pas mal d'argent. Quant aux dépenses des Polynésiens à l'extérieur des États-Unis, quand bien même on aurait effectivement des coûts accrus, c'est pas de nature à modifier ça sensiblement non plus. On est bien plus touché en général par l'évolution du cours, du change du dollar par rapport à l'euro, puisque le franc pacifique est à un change fixe avec l'euro, donc c'est plus ça qui va nous toucher, ou éventuellement, évidemment, la structure, la conjoncture économique locale, qui peut faire qu'éventuellement, les Polynésiens susceptibles de voyager auraient moins de budget pour le faire. L'Hexagone serait plus particulièrement touché avec ses produits de luxe. En fait, c'est ça que cherche à viser Trump aujourd'hui. Donc si l'Hexagone, l'État, est aujourd'hui touché par ces taxes, est-ce qu'elle pourrait impacter l'enveloppe annuelle qu'elle alloue à la Polynésie ?
Alors là encore, au plan économique, au plan global, hein, le choix du protectionnisme n'est jamais un bon choix, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, il faut s'attendre à des représailles. Donc si on embête nos partenaires commerciaux, ils nous embêtent en retour, et à la fin, ça diminue les échanges, ça diminue le potentiel de création de richesse, et c'est à peu près tout ce qu'on y gagne. C'est bien pour ça qu'à chaque fois qu'on revient vers des rapports dépassionnés entre les États, on essaye d'avancer sur la question du libre-échange et la question des traités internationaux. Et à chaque fois qu'on revient dans des périodes qui sont des périodes plus tendues, on revient vers des réflexes qui sont des réflexes protectionnistes. Il faut bien voir que les dépenses, même si elles sont énormes à l'échelle du pays, hein, les dépenses de l'État français en Polynésie, c'est de l'ordre de 210 milliards annuels, ce qui veut dire qu'en termes d'impact sur le budget de la métropole, c'est pas grand-chose. C'est finalement 1,4 milliard d'euros, 1,5 milliard d'euros. Bon, au plan global du budget, c'est pas quelque chose d'énorme. Au pire, ça peut varier de quelques pourcentages, mais c'est une inquiétude qu'on a régulièrement là, avec les diverses crises qu'on a pu connaître depuis 2007. Et en définitive, on le voit, hein, tendanciellement, les dépenses de l'État augmentent en Polynésie. Merci Florent. Donc vous l'avez vu, hein, Rarao, on est plus dans une politique fiction, même si on se doute de l'orientation de Donald Trump, mais ce qui est sûr, en fait, c'est que rien n'est sûr ni figé avec Donald Trump. Ces annonces sont souvent offensives, mais se confrontent souvent à la réalité des choses, à l'image de l'Ukraine, hein, notamment, en fait, hein, où il avait annoncé en fait, qu'il réglerait ce conflit en 24 heures. D'après les dernières données, ce serait plus en 6 mois. Un dernier mot, Florent Vénère, sur l'économie du Fénois. La Polynésie est sur une trajectoire de croissance pour la 3e année consécutive. Selon l'IOM, l'inflation marque le pas, le PIB augmente, le chômage recule. Faut-il s'attendre à d'aussi bons résultats pour 2025 ou avons-nous atteint un pic ? Alors, on ne sait jamais en économie si on est au pic ou pas, hein. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, les éléments ont été assez favorables. On a bien augmenté les taux d'intérêt pour réduire l'inflation au plan mondial, hein. Ça a très bien marché. On est en train de desserrer ça parce que justement, il ne faudrait pas que ça étouffe les croissances. Pour le reste, ça va dépendre évidemment d'un certain nombre de décisions locales, de soutien ou pas à l'activité, qui sont susceptibles ou non de poser des difficultés. On se souvient par exemple en matière de défiscalisation qu'il y a eu quelques couacs. Bon voilà, donc on va voir localement ce qui va se passer. Et puis après, ça va dépendre bien sûr d'une conjoncture mondiale. On revient sur cette idée, hein, que notre première ressource propre, c'est quand même le tourisme, et que le tourisme, ça dépend de l'activité économique des autres pays, quoi. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, en matière géopolitique par exemple, les signaux sont pas géniaux, hein, ces derniers mois, on va dire comme ça, mais économiquement ça tient. Donc si ça continue à tenir, c'est parfait. On n'a pas de souci, en tout cas à court terme, à se faire. Merci en tout cas pour tous ces éléments de réponse. Merci également à Nicolas Pérez pour son éclairage. Merci à toi, Rara. Il s'était également engagé à déclarer l'état d'urgence à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et de stopper l'immigration clandestine. Donald Trump n'a pas tardé à mettre en application une de ses principales promesses électorales en signant immédiatement après son investiture plusieurs décrets visant les migrants, mais aussi les États dits sanctuaires qui les protègent, à l'image de la Californie. Les précisions de notre envoyé spécial au poste frontière de San Isidro, au sud de San Diego, Ramzi Malouki. Maintenant que Donald Trump est officiellement et de nouveau le président des États-Unis, on s'attend à un affrontement entre la Californie, État sanctuaire, et l'administration Trump. Et ça n'a pas tardé, le procureur général de Californie, l'équivalent du ministre de la Justice, a déclaré qu'il était prêt à utiliser tous les moyens légaux pour défendre les communautés immigrées, rappelant, je cite, que cette communauté est essentielle pour la Californie. Alors qu'ici, à cette frontière, l'une des plus fréquentées au monde, les agents des services de douane et de la protection des frontières ont multiplié les rondes. Alors non seulement le long du mur, ce fameux mur qui sépare les États-Unis du Mexique, mais aussi en ville et jusqu'à San Diego. Beaucoup d'immigrés illégaux d'ailleurs qui travaillent ici à quelques mètres du poste frontière ont décidé de ne pas venir travailler aujourd'hui. C'est le cas aussi dans les zones agricoles de la Californie du centre où 75%, rappelons-le, des ouvriers sont des sans-papiers, des zones agricoles complètement désertées depuis les récentes descentes menées par la police des frontières. 200 personnes seraient actuellement détenues. J'ajoute que la loi californienne interdit aux autorités locales, c'est-à-dire la police des villes ou bien la police d'État, de prêter assistance aux autorités fédérales. Maintenant,
De l'autre côté du mur, à Tijuana, eh bien, je rappelle que c'est une ville de plus de 2 millions d'habitants. Plusieurs milliers d'immigrants qui logent dans des camps sont inquiets. Beaucoup sont des demandeurs d'asile et attendent un rendez-vous avec l'administration américaine. Ce rendez-vous a été annulé 1 minute après l'investiture. Des immigrants venus d'Amérique centrale, du Honduras, du Salvador, mais aussi des Caraïbes et même d'Afrique. Ce sont des familles qui ont, rappelons-le, traversé à pied ou en bus des milliers de kilomètres dans l'espoir de pouvoir émigrer ici aux États-Unis. Et maintenant que Donald Trump est au pouvoir, eh bien, l'espoir risque de se transformer en désespoir. Au poste frontière de San Isidro, au sud de San Diego, Ramzi Malouki pour Tahiti Nu Télévision. Qui succédera à Rehani Tep au Huitwa Miss Bora Bora 2024. Cette année, 7 candidates sont en lice. Elles ont été présentées ce week-end avec un thème centré sur les trésors de l'océan, mêlant glamour, beauté et sensibilisation écologique. Avant la grande soirée finale au chapiteau de la place Tuvavau, les candidates venues des districts d'Anau, Nunue et F'Anui participeront au gala de l'élection Miss Bora Bora 2025. Mouihaut Tetouaura, membre de la société Miss Bora Bora, nous en parle. Le gala aura lieu le 7 février au Yacht Club. On aimerait également remercier le Yacht Club de bien vouloir nous accueillir pour le gala. Et l'élection, nous avons choisi la date du 8 mars. Voilà. Pourquoi ? Pour la journée de la femme. Et c'est ainsi que l'on clôture cette édition. Dans quelques instants, To'u Fenua, To'u Ora, suivi de votre magazine Enquête exclusive. Passez une excellente soirée sur votre chaîne Tahiti Nu Télévision. On se retrouve demain à cette même place. À très bientôt. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.